faut un micro. Voilà, asseyez-vous, asseyez-vous. D'abord, bonjour. Il y a des gens qui me connaissent, d'autres pas. Par rapport au film que nous avons vu, il y a deux différences entre les gens qui ont parlé et moi. La première différence, c'est que je suis né en Pologne et par conséquent, j'ai été déporté de Pologne. Et deuxièmement, la grande différence, c'est l'âge. Tous les témoignages que nous avons vus dans le film, c'était des gens qui avaient 16-17 ans lorsqu'ils ont été déportés de France en 1944 en général. Moi, j'avais exactement 8 ans à la Libération. Je suis né en 1937. En Pologne, il y avait 3 300 000 juifs, avec un taux de natalité de 1,9%, c'est-à-dire qu'il naissait entre 60 et 70 000 juifs chaque année en Pologne. Et je pose la question, en mettant de côté certains enfants qui ont été cachés pendant toute la guerre, j'en connais 2 ou 3, combien étaient en vie en 1945? Alors, à vous, je m'adresse, je demande, est-ce qu'il y avait de quoi faire un minyan? Si je m'adresse à des gens non juifs, est-ce qu'il y avait de quoi faire une équipe de football? Moi, je dis non. J'espère me tromper, évidemment, mais nous étions très très peu. Avant d'essayer de faire le même parcours que les gens ont eu dans le film, c'est-à-dire commencer à parler à la fin de la guerre, le retour à la vie, le retour en France, etc. J'ai écrit un livre il y a quelques années que j'ai intitulé « Une enfance à nul autre pareil », avec un sous-titre « Ou une survie incompréhensible ». Il ne faut pas le cacher, j'ai eu une chance inouïe. C'est incompréhensible. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture du livre, qui en général est écrite par l'éditeur ou par quelqu'un d'autre. Dans mon cas, c'est moi qui l'ai écrite. Et c'est un résumé, vous allez comprendre qui je suis. Dès 1994, le regretté Georges Semprin écrivait dans son livre « L'écriture ou la vie » qu'un jour relativement proche, il n'y aura plus aucun survivant de Buchenwald pour dire et raconter d'une manière directe ce qu'a été la survie dans un camp de concentration nazi. Aujourd'hui, presque 25 ans après, aujourd'hui c'est plus de 30 ans après évidemment, ce livre est un des derniers témoignages, sinon peut-être le dernier, à rassembler des souvenirs personnels ainsi que des faits racontés par des adultes dignes de foi, d'un enfant juif qui a survécu à des années de ghetto, puis d'un camp de travail, vous avez bien entendu, un camp de travail, j'expliquerai ce que c'était, enfin d'un camp de concentration et qui a été libéré à tout juste 8 ans. David Perlmutter est le Benjamin du groupe que l'on appelle les enfants de Buchenwald. On a vu le train dans le film, j'y étais dedans évidemment, que la France a accueilli en juin 1945 et qui a été pris en charge par l'OSE, œuvre de secours aux enfants. Je suis né, je ne vais pas raconter toute la
Tout mon parcours pendant la guerre, ce serait beaucoup trop long, et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Pardon ? Est-ce que votre livre est disponible ? Non, mon livre n'est pas disponible. Je ne le distribuerai pas. Il a été très mal diffusé, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Je vais commencer comme dans le film, la fin de la guerre. On est le 8 avril 1945. Je ne suis pas dans le même bloc à Buchenwald que mon père. Et je vais voir mon père parce que depuis 2 jours, il n'y a plus de distribution de nourriture et que je crève relativement de faim. On ne meurt pas de faim, on crève de faim. Et surtout pour un enfant, c'est extrêmement pénible, c'est impossible. Habituellement, lorsque je vais voir mon père, il me gardait toujours quelque chose. Mais comme il n'avait absolument rien reçu, un petit quelque chose de rien du tout, c'est toujours rien du tout. Il m'a rappelé que c'était mon anniversaire. Et il n'avait rien à manger, à me donner. J'ai pleuré. Et je suis parti. J'ai essayé de trouver de la nourriture parce qu'il y avait certains prisonniers, notamment allemands, non juifs évidemment, qui recevaient de temps en temps des colis et qui m'approvisionnaient parfois. Vous savez, un enfant, lorsqu'il a faim, c'est pas les paroles qui parlent, ce sont les yeux. Les yeux qui parlent. Et là, je n'ai eu aucun succès. Je n'ai pas eu. Je pensais que j'avais peur de mourir de faim. Et je ne sais pas comment j'ai eu l'idée. Je suis allé vers l'infirmerie, où je n'étais jamais allé. Il y a eu quelqu'un qui a eu pitié de moi et qui m'a donné une gamelle entière d'une espèce de porridge. J'en ai mangé un petit peu et j'ai gardé. J'ai gardé en pensant qu'on était le 8 avril et il fallait que je tienne. La libération a eu lieu le 11 avril 1945, 3 jours après. Je ne vais pas raconter les souvenirs que j'ai de la libération, je m'en souviens très bien. Mais j'ai demandé, qu'est-ce que c'est la libération ? Il y a eu une sirène qui était inhabituelle. On nous a dit « Befreiung » en allemand. J'ai demandé, c'est quoi la libération ? On n'a pas su me répondre. Alors j'ai demandé, est-ce qu'on allait avoir à bouffer ? J'emploie le mot « bouffer » intentionnellement parce que entre les animaux bouffent, les humains mangent et on n'était plus tellement des humains. Et on m'a dit oui, on allait avoir. J'ai avalé ce qu'il me restait de porridge et j'ai couru vers le bloc de mon père et il n'était plus là. Il n'était plus là, j'ai demandé, j'ai essayé de me renseigner, personne n'a pu me dire. Et je raconte ça parce que j'ai eu le pressentiment que je ne le reverrai plus. Quelques larmes ont coulé de mes yeux, que j'ai vite essuyé avec la manche de ma veste. Et ce pressentiment m'a aidé pour le restant de ma vie. C'est-à-dire que je savais que je n'avais plus personne, que je devrais me débrouiller tout seul. Je me souviens qu'après la libération, tout de suite après, on nous a fait sortir du camp, on a habité
les habitations des SS. J'ai eu d'ailleurs la chance, j'ai eu la rougeole. J'ai été soigné si ça avait été avant la libération, j'aurais été soigné à l'infirmerie, en général à l'infirmerie. Lorsqu'on y rentrait, on y sortait les pieds devant. Et je me souviens que les premiers partants qui ont été rapatriés, c'était les Français, les gens qui étaient déportés de France. Ensuite, il y a eu les autres nationalités. Et puis nous, on restait. Alors, il y a eu on ne voulait pas retourner en Pologne. Mon père m'avait confié à un garçon qui avait 14-15 ans, qui a été pour moi comme un grand frère. On ne voulait pas rentrer en Pologne ou d'autres en Hongrie. Et il y a eu des fausses informations. Les enfants de Buchenwald, en réalité, on attendait des enfants de 3, 5, 7, 8 ans, et là, en réalité, il y avait très peu d'enfants. Les deux plus jeunes qui sont venus en France, c'est le futur grand rabbin d'Israël, Israël Meir Lau, et moi, on a le même âge. On a le même parcours, à une différence près, c'est qu'un jour où lui était caché dans un grenier, moi j'ai eu je vais le dire, un cul phénoménal. J'ai passé une sélection, quelque chose d'incompréhensible. Je crois que je n'ai pas le temps C'était la fin du ghetto, alors je vais le dire, c'était la fin du ghetto de Piotrków, c'est la ville natale de mon père. Ça se passait en octobre 1942, c'est-à-dire j'avais 5 ans et demi. Et je me souviens, les gens avançaient vers un officier SS qui indiquait tantôt sa gauche, tantôt sa droite. Sa gauche, c'était toutes les femmes avec des enfants, les vieillards, et c'était direction Treblinka. Peut-on dire pire qu'Auschwitz? Oui, parce qu'il y a pratiquement pas eu de survivants. Et à droite, c'était vers un camp de travail. Et je me souviens que je donnais la main à ma tante Eva, c'est-à-dire la sœur cadette de mon père. Et on a été dirigé vers la droite de cet officier, où j'ai retrouvé mon père et 2 de ses cousins beaucoup plus jeunes que lui. Alors, il y a 2 questions qui se posent. Premièrement, il y a quelque chose d'illogique. Je n'étais pas ni avec mon père, ni avec ma mère. C'est illogique. Et la deuxième question, ma tante, avec un enfant, tous les autres, c'était du côté gauche de cet officier. Et c'est quelque chose d'incompréhensible. Alors, la deuxième question, pourquoi je suis passé du bon côté avec ma tante, il n'y a pas de réponse. La seule explication que je peux donner, c'est que ma tante était une très belle femme, et il est probable, sinon certain, que cet officier a regardé ma tante et moi qui étais derrière, il ne m'a pas vu. Quant à la première question, pourquoi j'étais avec ma tante, ni avec ma mère, ni avec mon père, je l'ai obtenu en 1998, non pas en Israël ni à Paris, mais à Sydney en Australie. C'était loin. Où les 2 cousins de mon père qui avaient survécu
En 1942, à la fin de la guerre, un avait 19 ans, l'autre avait 16 ans. Ils sont partis en Australie. En 1998, le plus jeune, malheureusement, n'était plus là, mais le plus âgé avait 75 ans. J'ai discuté avec lui. Et je lui ai raconté notamment ce que je viens de vous raconter. Il me regarde, il me dit « Tu as une bonne mémoire, parce que tu sais, j'ai assisté à la scène. C'est vrai que tu es passé avec ta tante Eva, etc. Mais avant, tu étais avec ta mère et tu étais de mauvais côté. Et tu tenais la main de ta mère et tu ne voulais pas la lâcher. Et ta mère t'a giflé pour que tu ailles te replacer dans la file. Cette gifle, je ne m'en souviens pas. C'est une gifle, si pour les gens qui parlent le yiddish et qui prennent les paroles de Yiddish Emam, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une mère juive qui fait tout pour sauver son enfant. J'étais son unique enfant. Alors je vous ai dit qu'après, il y a eu un camp de travail. J'avais 6 ans. Le futur grand rabbin d'Israël, Meirlan, était avec moi. Et on travaillait dans une usine, une verrerie qui fonctionnait 24 heures sur 24, où il y avait une vieille usine, et c'était les 3-8. Et mon rôle, c'était d'apporter à boire aux souffleurs de verre, parce qu'il faisait une chaleur à crever. Finalement, on s'est retrouvés à Buchenwald. Je ne raconterai pas le voyage 3 jours et 3 nuits. Il y a très peu de gens qui ont parlé de ces voyages, parce qu'en réalité, au cours de ces voyages, dans les wagons à bestiaux, c'est là où les adultes ont perdu leur humanité. J'ai un souvenir personnel où le premier qui a eu envie de faire pipi, ben c'était moi. Et mon père m'a conseillé de me faufiler, ma tête arrivait à la braguette des adultes, jusqu'à la porte d'entrée pour que mon urine descende en bas. Mais 3 jours, 3 nuits, il n'y avait pas que moi, il y avait les autres. Et puis il n'y a pas que le pipi, il y a autre chose. Et j'ai besoin de raconter que les animaux ne se torchent pas après avoir fait leurs besoins. Je me souviens que les gens avaient été pressés d'arriver. On ne savait pas où, mais on ne savait pas ce qui nous attendait, étaient pressés d'arriver. Finalement, on est arrivé à Buchenwald. Je voudrais dire 2 choses à propos de Buchenwald. Premièrement, il y avait 2 camps, ce qu'on appelait le grand camp, les 50 premières baraques, et le petit camp du 51 jusqu'à 67 ou 68, quelque chose comme ça. Et le petit camp, c'était le camp de quarantaine, où on nous a dépouillés de tout. On s'est retrouvés nus. On rasait, moi avec la tête à raser, mais les autres, les adultes, ben on rasait tout. C'est une image assez difficile pour moi, parce que je reconnaissais à peine mon père. On s'est retrouvé le bloc 52,
Paraît-il, on était 1200, d'après les archives de Buchenwald, dans un espace fait pour 40 chevaux. Je n'y suis resté qu'une seule semaine, parce qu'il faut dire la deuxième spécificité du camp de Buchenwald, c'est que les prisonniers politiques non juifs avaient pris la direction du camp, c'est-à-dire ceux qui décidaient de tout. Lorsque je suis arrivé à Buchenwald, mon père m'a dit « Si on te demande ton âge, tu dis que tu as 13 ans ». Et j'ai retrouvé des papiers où je suis né en 1932. Et on nous a fait, les plus jeunes, on nous a fait sortir du petit camp, et j'affirme, pas je pense, mais j'affirme que je n'aurais pas tenu beaucoup plus longtemps dans ce petit camp qui était un véritable mouroir. Il faut savoir qu'à Buchenwald, dans les 3 premiers mois de 1945, il est mort plus de 13 000 prisonniers en 100 jours. Plus de 130, pas exécutés ou quoi que ce soit, ni pendus, morts, crevés. Et je me souviens, tous les matins, je voyais passer des charrettes entières de gens, des cadavres, la bouche et les yeux encore ouverts, qu'on amenait vers les fours crématoires. Donc après la libération, 5 minutes, on était resté là et on avait un problème. Pratiquement tous les autres étaient partis et nous voulions, donc, comme je l'ai dit, on ne voulait pas rentrer en Pologne ou en Hongrie. On a fait courir des bruits, que des enfants, etc. Finalement, il y a eu en France, au sein même du gouvernement français, où il y avait dans le gouvernement de De Gaulle, des communistes, des socialistes, etc., toute une campagne de presse pour faire venir des enfants avec... Ils faisaient deux fautes monumentales. La première, les journaux communistes parlaient de nos petits, alors que les Français avaient été rapatriés les premiers. Et deuxièmement, on parlait des enfants, mais des enfants juifs. Le mot juif n'existait pas. Et dans les journaux, j'ai une copie de ces journaux. Je veux vous citer une phrase d'un haut fonctionnaire français, spécialiste de la démographie, qui aurait dit, j'ouvre les guillemets, « La France n'est pas le réceptacle de l'Europe. Nous n'avons aucun intérêt à faire venir en France des épaves qui mettront 20 à 25 ans à mourir. » Je ferme la parenthèse. Parmi ces épaves, il y a eu quand même un prix Nobel, mon ami Elie Wiesel. Il y a eu un grand rabbin d'Israël. Son frère a été consul général d'Israël à New York. C'est pas rien. Il y a eu d'autres réussites qu'on voit d'ailleurs dans le film, tout au début. Et cerise sur le gâteau, l'année dernière, la France a organisé les Jeux Olympiques. Un des porteurs de la flamme devant ce qui était l'ancien Veldiv, il s'appelle Léon Levkovitch. C'est une des épaves qui ont été accueillies en France en juin 1945. Alors mon cas est très particulier parce qu'on est arrivé à Écouis
On n'est pas passé du tout par l'hôtel Lutetia. En Normandie, on est resté très peu de temps, où j'ai d'ailleurs très peu de souvenirs. Il y en a 170 qui sont partis vers Israël, vers la Palestine, dont le futur rabbin Lau avec son frère. Losey a mis les plus jeunes avec ceux qui étaient très religieux dans une maison de campagne, c'est-à-dire la première année. J'ai eu une éducation religieuse, je dirais plus que poussée. Et Losey a eu la bonne idée, quelques mois après, de me mettre avec des enfants de mon âge qui avaient été cachés pendant la guerre. Certains n'avaient plus de parents, d'autres avaient un parent ou il y a un oncle ou quelque chose comme ça. Et ma préoccupation, j'étais donc comme eux. J'ai commencé la scolarité avec 3 ans de retard. J'en ai rattrapé 2. J'ai toujours eu 1 an de retard. Ma préoccupation principale, c'était la scolarité et le sport. Voilà. Merci. Ça marche là? Oui. Si quelqu'un veut les livres, distribution gratuite, les livres. Voilà. Merci pour le petit neveu.